Bien, nous reprenons cet après-midi. Merci d'être revenu passer l'après-midi ou une partie de l'après-midi avec nous. Nous reprenons notre troisième session, parcours, portraits et figures, que nous allons vous présenter avec Hyacinthe et Clotilde. Alors, nous avons rassemblé dans ce livre, dans ce magnifique livre, tous les textes publiés dans notre rubrique parcours. Il fait presque 800 pages. Depuis de 1999 à 2019. C'est une rubrique parcours que nous avions imaginée et inaugurée avec notre amie, notre collègue Chantal Rogera, qui n'est plus là depuis 1 an et demi et à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Alors, ce livre vient de sortir. Il a été réalisé pour cet anniversaire avec le concours précieux de Kern et de la Découverte, celui d'Anne Forcel aussi, et nous les remercions tous chaleureusement. Hyacinthe et Clotilde vous expliqueront. C'est un e-book. Bon, moi, pour l'instant, je vois un exemplaire papier qui est fait pour nous et qui est magnifique. Voilà. Tiens, je te le repasse, Hyacinthe. Voilà. Alors, ce livre, je voudrais dire que c'est un vieux projet qui, aujourd'hui, est devenu une belle réalisation. Il y a plus de 10 ans, nous avions déjà eu cette idée au sein du comité de rédaction et je me souviens même que Laura Lee Downs avait pris quelques contacts aux États-Unis pour une version en langue anglaise. Alors, le temps a passé, c'était compliqué à monter et puis, quand même, régulièrement, nous avions l'envie de ce livre. Et puis, voici qu'aujourd'hui, avec Hyacinthe, avec Clotilde, avec tout le comité de rédaction, le projet a abouti. Alors, que trouve-t-on dans ce livre qui est un e-book aussi? On y rencontre toutes sortes de gens. On y rencontre des pionnières du féminisme ou de la recherche, des hommes et des femmes politiques, des syndicalistes, des ouvrières, des artistes, des migrantes et des militants, des militantes. Cette mosaïque de portraits mélange les genres, les âges et les positions sociales. Des militantes du MLF ou des féministes africaines et américaines côtoient des caissières, des femmes de ménage en grève, des ténors du barreau, d'anciennes ministres ou députés cheminent aux côtés de chercheurs de différentes disciplines et pays. Au fil des pages, l'on rencontre une écrivaine maghrébine, une chef d'orchestre, une pilote de ligne, une bergère argentine, une paysanne chinoise, une migrante latino-américaine, une exilée turque. Il n'y a pas de fil conducteur dans ce recueil de parcours intellectuels, politiques et sociaux, mais un dénominateur commun. Les uns, les unes et les autres sont des battantes. Et là, je risquerai l'accord de proximité bien plus joli que le masculin dominant. Leur trajectoire témoigne d'une lutte pour la cause des femmes, le féminisme ou l'égalité. Chacune le décline à sa manière et avec ses mots. Ce sont des propos de femmes, en grande majorité, et d'hommes, minoritaires mais présents, qui viennent de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne, du Maghreb, d'Afrique, de Turquie, des États-Unis, du Québec, d'Amérique latine, de Chine, pour nous raconter des histoires passionnantes et passionnées. Alors ce travail, ces témoignages, ce sont le produit d'un travail collectif étalé sur 20 ans. Des entretiens réalisés par les membres du comité de rédaction de Travail, Genre et Société et reconstruits en forme de parcours. Alors ces récits de vie mêlent le personnel et le politique, le privé et le public. Oui, le privé est politique. Oui, cela se lit tout au long de ce recueil. Dans la diversité des trajectoires racontées, on pourra retrouver les 1001 facettes du féminisme. Celui qui se déclare, qui s'affiche, qui se revendique, ou celui qui se pratique sans s'énoncer, au quotidien ou dans les grands moments. La question du travail est également au cœur de ces biographies, de façon très diverse, là aussi. Raconter son métier, son emploi, son chômage, dire la place du professionnel dans la vie, parler du harcèlement et du sexisme dans l'entreprise, établir le lien entre féminisme et travail, traiter de l'émancipation et de l'aliénation qu'il produit, tout cela est présent en filigrane ou en gros plan. Ces histoires singulières sont attachantes en tant que telles. Elles sont également porteuses de questions sociales essentielles. L'évolution des métiers et la précarisation des emplois, le développement du chômage et de la pauvreté laborieuse, les chemins périlleux des migrations féminines aux 4 coins du monde, mais aussi les difficultés d'être une femme en politique ou en littérature. Elles nous font revivre les embûches et les victoires des combats féministes d'hier et d'aujourd'hui, les batailles de l'avortement et de la contraception, les lois sur l'égalité professionnelle, les turbulences de la parité en politique, les procès de Bobigny et de Toulon. Elles nous racontent des luttes sociales contemporaines, la grève des ouvrières de Lejaby, celle des caissières de Carrefour et des femmes de ménage du groupe Accor,
mais aussi les revendications de créatrices pour être considérées comme des artistes à part entière. Elles nous disent, par la voix de quelques pionnières, l'histoire chahutée des recherches sur les femmes, aujourd'hui dénommées études de genre. Rassembler cette somme de biographies, c'est tenter une autre façon de faire de l'histoire et de la sociologie une sorte de socio-histoire du temps présent. Et puis, pour tout vous dire, c'est un très beau cadeau d'anniversaire en forme de mosaïque. Merci. Chaque numéro de Travail, genre et société comporte donc un parcours. Récit d'une trajectoire, d'une femme, d'un homme en lien avec le travail quotidien et anonyme, travail en lien avec les luttes sociales, travail pour faire reconnaître des droits et pour accéder à une reconnaissance sociale. Pour les 20 ans de la revue, nous avons donc repris tous ces parcours au sein d'un ouvrage. Nous tenions à ce que l'ensemble de ces trajectoires de vie, des anonymes comme des figures célèbres, se côtoient au sein du même ouvrage, pour donner à voir une mosaïque de portraits de femmes fortes et d'hommes engagés à leur côté. Dans l'ouvrage, nous avons réorganisé l'ensemble des parcours publiés au fil de leur réalisation, en mélangeant sciemment les genres et en les organisant donc en 5 rubriques. Première rubrique, celle des féministes. Je ne vais pas lire tous les noms, mais vous voyez qu'ils s'affichent, à la fois des personnes qui donc ont été interviewées et puis des personnes qui les ont interviewées. Deuxième rubrique, celle des figures de la recherche. Là aussi, elles sont nombreuses, un grand nombre de noms et un grand nombre de personnes aussi qui ont œuvré à écrire ces parcours avec elles. Troisième rubrique, des femmes et des hommes politiques. Ça pourrait être des hommes et des femmes politiques, c'est pareil. Cinquième rubrique, des travailleuses en tout genre. Et la dernière rubrique, celle des artistes. Ces rubriques ne sont pas exclusives les unes des autres, notamment parce que nous avons affaire à des figures d'exception inclassables, comme par exemple Pinar Selek, d'abord écrivaine, devenue figure politique militante et résistante face à l'État turc, également sociologue. Mais ces rubriques témoignent de la diversité et de la richesse de ces trajectoires et aussi de là d'où elles et ils parlent. Ces rubriques sont basées sur des entretiens réalisés par des membres du comité de rédaction, en solo ou à plusieurs. Quelques-uns nous ont été proposés ou ont été réalisés en collaboration avec une chercheuse, un chercheur extérieur à la revue, connaissant bien un terrain particulier et sa langue, comme celui, par exemple, de Liu Lu, ouvrière paysanne chinoise, par exemple. Ces récits oraux sont devenus des textes au fil d'une reconstruction scrupuleuse, discutés en comité de rédaction, avec le double souci d'être fidèle à la fois à l'exigence de clarté et d'ordre qu'impose l'écrit scientifique et au style d'expression spontanée de la personne qui témoigne, au rythme de sa parole, au déroulement de son raisonnement. Volontairement, ces textes conservent le style oral des propos, toujours soumis à l'interviewé avant publication. Mais ils connaissent les transformations liées au passage à l'écrit avec une part de réduction. Disparaît une part de ce qui relève de la communication non verbale. Grâce à la comédienne Eva Biel, dans quelques instants, ils vont retourner à leur forme orale, non pas initiale, mais en tout cas leur permettant de retrouver leur rythme, leur scansion, leur sensibilité. Dans tous les cas, c'est bien l'exceptionnalité de la parole donnée à entendre qui frappe. L'entretien a souvent été mené à la faveur de relations de connivence entre intervieweuses ou intervieweurs et interviewés. Ou alors cette connivence, en fait, est née d'une telle relation. Le plus souvent, l'entretien a constitué un moment fort de la trajectoire de l'interviewé, moment présent de retour sur le passé, de projection vers l'avenir, moment parfois de prise de conscience et de bilan provisoire, temps d'introspection et de projection de soi dans une histoire collective. L'ouvrage qui rassemble tous les parcours, publié dans la revue depuis 20 ans, s'intitule « Les féminismes au travail », parcours, portraits et figures, 1999-2019. Vous pourrez vous le procurer en e-book sur le site de la Découverte à partir du 21 novembre, donc très bientôt, dans une semaine exactement. Nous allons donc maintenant écouter Eva Biel qui a mis pour nous en voix ces extraits de parcours, des extraits de parcours.
Nous avons choisi de faire appel à Eva Biel car elle est écrivaine, comédienne et metteuse en scène. Elle s'intéresse tout particulièrement aux femmes écrivaines et au rapport des femmes à la création. Elle est l'autrice et l'interprète de 24 heures de la vie d'une femme sensible où une femme se redécouvre à elle-même. Elle est l'écrivaine et l'autrice de La confiscation à propos de la langue au féminin, de l'écriture et de la transmission de la pensée des femmes. Et elle est aussi l'autrice de la pièce Écrivaine au pluriel, dans laquelle elle a réuni sur scène 6 autrices et comédiennes. Chacune lit le texte d'une femme célèbre et propose en regard un texte original inspiré de cette lecture. Elle-même campe Olympe de Gouges dans cette pièce. Et enfin, elle travaille actuellement à un roman sur la Tunisie au XIXe siècle. Donc on va te laisser la parole, Eva, et nous on va s'éclipser pour mieux revenir ensuite. Mes frères trouvaient normal qu'on les serve à table et que ma sœur et moi fassions la vaisselle. Et c'est là que je me suis pour la première fois révoltée. La première révolte, c'était ça, les servir à table. Oui. Pourquoi? Pourquoi je devais les servir? Je concevais que je puisse servir mon père, d'abord parce que je l'aimais beaucoup, et puis c'était mon père. Mais pourquoi je servirais mes frères? Ils n'étaient pas meilleurs que moi. Ils ne m'étaient en rien supérieurs. Il n'y avait aucune raison. Sauf le fait qu'eux étaient du sexe masculin et moi du sexe féminin. Ma mère n'a jamais pu me donner une autre raison, parce qu'il n'y en avait pas. Donc à ce moment-là, j'ai dit non. Alors elle m'a dit, « Tu ne te mettras plus à table. Tant pis, je ne mangerai pas. » Et je suis restée sans manger. Ça a ému mon père, qui avait beaucoup d'affection pour moi. Plus tard, ça s'est mué en un espèce d'étonnement d'avoir mis au monde une fille comme ça. L'étonnement est devenu de plus en plus fort quand je lui envoyais de Paris des télégrammes. Reçu mention bien, philo, à la Sorbonne. Reçu mention bien, droit. On m'a dit avoir trouvé ça à sa mort. Les télégrammes tellement ouverts, refermés, montrés, presque en lambeaux. Cet étonnement est devenu admiratif avec le temps, mais avec une totale, incompréhension. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que l'histoire des filles et des garçons devait être très différente. Tu es une fille et tu es quelque chose d'intolérable. C'était pour cela qu'on vous a scéné un destin. Votre destin, c'est ça. Il est tout tracé. Faut pas en sortir. Ma mère me disait, « Tu veux toujours sortir de nos sentiers à nous. » La théorisation est plus tardive. Ça devait être vers 20 ans, 18, 19, après mon bac. Ça coïncidait avec l'effervescence tunisienne pour l'indépendance. J'observais que les Tunisiens, finalement, étaient aussi méprisés que les femmes. Il y avait quelque chose de commun. Mais quoi? Et donc voilà, ça a peut-être été ma chance, au fond, de rejeter très tôt le destin qu'on m'avait tracé, à 14 ans. C'est à 14 ans, souvenez-vous, que je devais épouser le marchand d'huile. Je revois, j'entends encore ma mère répéter comme dans Molière, « Mais il a 2 voitures !» Vous êtes toujours du côté des femmes? Oui,
par les livres, et puis la militance. J'ai toujours beaucoup lu. Les contes, Cendrillon, sûr que je l'épouse, les romans courtois, et puis les romans réalistes. Le rêve encore, mais empêché par la réalité. Stendhal, Balzac, Flaubert, Maupassant, et les Russes plus tard, Tolstoï, Tchekhov. Dans la comédie humaine, une petite nouvelle, je ne l'ai pas relue, emporte encore l'émotion vive, la femme abandonnée. Elle tout entière, dans l'amour tout entier. L'aimer l'abandonne. Détresse, oh détresse. Cet engagement si puissant qui l'a fait si vulnérable et victime, je le voyais près de moi, dans les trahisons ordinaires de l'amour. Plus tard, j'adhère à 16 ans aux jeunesses communistes, puis au parti. Un livre encore, un livre théorique qui fait mon premier féminisme. L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, d'Engels. La domination masculine comme une des pièces du système général des dominations. Cette idée que dans la division du travail où s'ancre le système des classes, l'exclusion des femmes du travail social et leur assignation au travail domestique de consommation et d'éducation les mettent sous la dépendance du monopole des hommes. Et l'idée conséquente que l'accès des femmes au travail social sexuellement démonopolisé et la socialisation du travail domestique machiné et de l'éducation scolarisée effacerait la dissymétrie sociale des sexes. Il reste alors la liberté de l'amour, comme déjà dans les classes sans avoir, au prix pourtant de la précarité. Engels a surestimé l'idée que le travail social allait libérer les femmes du travail domestique par la mécanisation et la socialisation du travail, les laveries, etc. Ça a dépénibilisé le travail domestique, mais c'est tout. Les femmes ont accédé en revanche, surtout dans les sociétés anglo-saxonnes, à la propriété, au capital, donc un peu à la vie politique. Mais Engels ne pense pas, ou peu, la dissymétrie sexuée dans la vie quotidienne du couple, amour compris. Encore moins ce que peut être la socialisation différentielle des sexes. Cela, c'est le féminisme moderne qui me l'apprend. Mais comment? Par les femmes, d'autres femmes, celles que j'aime, Eliane, 50 ans de vie commune, la douce égalité à part entière dans toutes les sphères de la vie, celles que je côtoie dans la militance féminine, partisane, syndicale, celles que je commence à lire avec Eliane, George Sand, Flora Tristan, Rosa Luxembourg, Virginia Woolf, Elsa Triolet et bien d'autres. Toutes ces femmes vivant, parlant, agissant, pensant en leur propre nom, sous leur propre regard, sans la médiation masculine. Car, vous l'avez remarqué, toute mon expérience féminine précédente, théorie comprise, c'était sous le regard de l'homme. Dans le féminisme moderne, c'est la femme pour la femme, par la femme. J'ai été embauchée avant même que le magasin n'ait fini d'être construit. La municipalité a exigé qu'ils embauchent 80% de salariés dans les quartiers alentours, c'est-à-dire dans les quartiers nord de Marseille. C'était une bonne mesure parce que du coup, on se connaissait tous et c'était très motivant pour travailler d'être entre nous. Et puis, cet accord nous a permis de trouver du travail parce que c'est très dur quand on habite ici. Avant d'être prise à Hypermag, j'ai envoyé des dizaines de CV dans plein d'entreprises de Marseille. Et à chaque fois, ils me répondaient « Vous n'avez pas le profil pour travailler chez nous. » Jamais le profil.
Dès qu'ils voient ton adresse, ils refusent de te donner ta chance. Ils imaginent que tous les habitants des quartiers nord sont des voleurs, des délinquants, des gens violents, qu'on ne se lèvera pas le matin. C'est un travail difficile. Au début, on ne se rend pas vraiment compte. On discute avec les clients, avec les autres filles. On essaie de ne pas faire d'erreur de caisse. Mais très vite, ça devient dur. On fait toujours la même chose. Et le corps n'est pas fait pour faire des gestes à ce point répétitifs. Moi, j'ai mal à l'épaule. J'ai une tendinite, des fourmillements dans les mains. Le médecin du travail m'a dit que c'est classique à la caisse. Vous vous abrutissez et vous n'avez aucune reconnaissance. Vous passez les articles toute la journée. Les gens ne vous disent pas bonjour. Avant, on donnait des sacs en plastique. Pour en demander, les gens disaient simplement « des sachets », comme s'ils parlaient à un automate. Il n'y a aucune évolution. Les caissières qui grimpent les échelons pour devenir cadres, ça n'existe pas. Tout change. Votre jour de repos, si vous êtes du soir ou du matin, vos pauses déjeuner. Il n'y a rien qui reste fixe d'une semaine sur l'autre. On ne peut pas dire que j'ai travaillé 12 ans dans les mêmes conditions. Il y a eu des périodes différentes et, globalement, le travail s'est dégradé. On a été racheté par Hypermag. Du jour au lendemain, on a changé la direction, de manière de travailler. On est devenus des numéros dans une grande entreprise qu'on ne connaissait pas. Et très récemment, ils ont changé le directeur du magasin. Et le nouveau directeur a exaspéré les gens. Il n'est jamais venu nous dire bonjour. Il nous a interdit de monter dans son bureau lorsqu'on a un problème, alors que l'ancien laissait toujours sa porte ouverte. Ce qui nous a poussés à sortir, c'est l'absence de reconnaissance sur le plan du salaire et sur le plan humain. Pour moi, ces 15 jours de grève, c'est comme si je pouvais enfin dire à mon patron « Écoute-moi, je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. Ça fait 12 ans que je travaille pour toi et jamais tu n'es venu me taper sur l'épaule pour me dire simplement « Je suis content de toi ». Jamais on ne nous dit « Les caissières, vous êtes formidables. Les caissières, c'est vous qui faites tourner le magasin. » J'ai fait grève parce que j'ai 12 ans de boîte et que j'ai le même salaire qu'en arrivant. Je me sens humiliée. Dans l'armée, on les récompense. Ils ont des médailles. Ici, c'est des coups de pied au cul. Je viens d'une famille d'origine aristocratique. Mon père est cadre dans l'industrie pharmaceutique et ma mère est au foyer. Comme catholique, je rencontre les derniers prêtres ouvriers existants à Paris et je me mets à travailler un peu avec eux. On est en contact avec les blousons noirs qui mangent avec nous. C'est à ce moment-là que je décide que finalement, je ne connais pas la classe ouvrière. J'ai lu Simone Veil, mais je ne connais pas la classe ouvrière. Au fond, je me suis dit que la vie serait beaucoup plus intéressante si j'allais voir en usine ce qui se passe. Ça doit être en 1959 à peu près. Je rentre comme OS à la Thomson dans le 13e arrondissement. Et c'est à ce moment-là que je pars de chez mes parents. Je trouve un hôtel, propre, mais un peu miteux quand même. J'avais un poêle pour l'hiver et, au bout de quelques mois avec les filles que je rencontre au boulot, je fais des crêpes. Les femmes travaillent sur binoculaire et avec du matériel chimique assez dangereux. Il y a eu un accident, tout près de moi. On commence donc à former une sorte de groupe qui se connaît et qui discute. À ce moment-là, je choisis de rentrer à la CGT. Il y a un enjeu à reconnaître la qualification des postes de travail
et on se met à discuter sur la possibilité que nous passions toutes, suivant nos compétences, soit à OS2, soit à OS3. On n'ose pas penser qu'on puisse être professionnel, mais déjà à OS2 ou OS3. Finalement, les femmes appellent à la grève. Tout ça s'est passé au tout début des années 60 et ça a été déterminant. Et comme on cherche des femmes, c'est à ce moment-là que je suis élue à la CGT, à la commission exécutive de la CGT. J'ai beaucoup aimé la période passée en usine. De vraies amitiés se créent, on se voit le dimanche. Si la prise de parole a été un des gains de 68, cela a été très mauvais pour les femmes. Je me souviens qu'il n'y avait pas une femme dans les discussions. Par exemple, on m'a demandé d'aller chez Peugeot, à Sochaux, pour réconforter la femme d'une des personnes qui a été tuée. On me dit ça en pleine réunion. J'ai répondu « Non, mais vous rigolez? Je ne suis pas assistante sociale. » À titre personnel, si, je la connaissais. Bien sûr que j'irai la voir. Mais pour moi, 68, ce n'est pas ça. Je leur ai dit, je veux participer aux discussions avec la fédération CFDT et les autres. Ça m'intéresse. Et je pense que c'est là qu'il y a du travail à faire. Moi, j'ai eu le malheur de dire qu'on avait malmené ce que l'on appelait l'unité d'action. Et quand je suis revenue à la fédération, quelqu'un m'a dit que j'aurais dû la fermer. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont cherché à m'éloigner de la Fédération des métaux. Alors, j'ai fait très peu de choses pendant les 2 mois de 68, car on conviait les entreprises qui avaient été choisies, et ce n'étaient pas celles que je connaissais le mieux. En effet, le bureau fédéral choisissait tel ou tel secteur clé, là où il n'y avait que des hommes. Et à ce moment, il ne fallait envoyer que des hommes, pas de femmes. Et du côté du secteur féminin de la CGT, on était très amers. Toutes les femmes étaient très, très amères. Mon mari, quand il a quitté l'école, il est venu en France, lui d'abord. Et 2 ans après, il m'a demandé de préparer mes papiers. Et puis, il m'a envoyé les billets pour venir. Il est arrivé en France en 1979 et moi en 1981. Il travaille à la SNCF, au nettoyage. Mais il a mis du temps à trouver. J'ai commencé en 1989 parce que quand on a commencé à chercher un logement plus grand, on nous demandait la fiche de paye des 2 époux. Et j'ai dit à mon mari, je vais travailler pour avoir un logement plus grand. Je cherchais du travail. Quand on n'a pas été à l'école, on peut trouver que dans le nettoyage. Il n'y a pas d'autre choix. C'est un métier que j'aime bien, mais des fois c'est fatigant. Parce que si c'est des chambres doubles, il faut en faire une 40aine par jour. C'est difficile. À force de tirer les lits, tu as des douleurs, par exemple au poignet. Ça te prend du poignet jusqu'au cou. À un moment, j'avais du mal à tourner la tête. J'ai une douleur qui tape de mon poignet jusqu'à mon cou. On se rend compte que, entre ce qui est prévu dans le contrat et le travail que l'on fait, ça n'a rien à voir. Et les femmes de chambre de clean, elles, sont toutes à temps partiel. Toutes, sauf les chefs d'équipe. Avant la grève, ils nous donnaient 15 minutes pour faire une chambre. Depuis, c'est soi-disant 20 minutes. Mais en dehors de ce travail dans la chambre, ils te demandent de laver les offices. Normalement, nous sommes femmes de chambre. On devrait faire tout ce qui concerne la chambre. Alors, pourquoi nous donner des choses qui sont en dehors de la chambre? Et nous, les femmes de clean, on est suivies comme des chiens. C'est nous qui, tous les jours, avons le contrôleur, la gouvernante derrière nous. T'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Alors qu'on travaille pour clean depuis 15 ans.
certaines depuis bientôt 20 ans. Il y a aussi une différence de qualification. Nous, on travaille à l'hôtel. Nous sommes femmes de chambre. Surtout notre matériel de travail, il est écrit « femme de chambre ». Mais c'est marqué « agent de service » sur nos fiches de paye. Et agent de service chez nous, c'est toujours le premier échelon, le plus bas. Ça n'évolue jamais. J'ai vu que seule, j'arrivais à me défendre, mais c'était un peu risqué. Moi, je revendique. Je dis, il manque ça, et il me paye. Mais il y a les autres femmes qui n'osent pas faire ça et qui m'en parlent. Et moi, ça me met en boule de laisser comme ça. Moi, je gueule, on me paye. Alors pourquoi ne pas payer les autres ? À l'Opéra de Lyon, cela n'a pas toujours été facile. Tant que j'étais assistante, cela allait. Mais quand on a voulu commencer à me programmer directement comme chef, le directeur musical et l'orchestre ont commencé à rechigner. Le chef d'orchestre titulaire a même dit au directeur de l'Opéra de Lyon : « Si tu la programmes, je démissionne ». Il y avait déjà ça. Et je me souviens qu'il y avait des musiciens de l'orchestre qui avaient fait une pétition pour que je ne dirige pas. C'était difficile. J'avais accepté que ce soit difficile. J'étais têtue comme une bourrique. Et c'était fatigant. Très fatigant d'être en conquête perpétuelle, d'avoir besoin de prouver sans arrêt. Il n'y avait pas un moment de détente face à l'orchestre. Quand je compare cette période à ce que je fais maintenant, c'est le jour et la nuit. Moi, je me bats joyeusement, je ne veux pas lâcher, mais en même temps, ce n'est pas non plus une obsession. Ce que je rencontre beaucoup sur mon chemin et qui est vraiment un combat de plus pour moi, c'est la question de l'âge. Un homme qui dirige jusqu'à 92 ans, on trouve ça génial. Mais qu'une femme dirige à 68 ans, il se demande si ça va être supportable à voir. Cela m'a été dit une fois ou deux. Quand on s'extasie devant une chef d'orchestre sexy, à ce moment-là, ce qu'on veut avoir devant les yeux, c'est un objet sexuel. Telle ou telle a beau être une excellente musicienne, on va regarder en premier pendant un grand moment tout le reste. Est-ce que c'est ça le triomphe des femmes ? Non, je ne le pense pas. Cela ne veut pas dire qu'on doit s'habiller en homme, pas du tout. Mais la séduction ne doit pas venir par cette voie-là. Le désir de perfection que l'on a par l'art, par la musique, il est difficilement satiable dans la vie de tous les jours. Si tu es amoureuse de la perfection dans ton art, et si tu as envie de vivre le grand amour en plus, tu es confrontée à la vie des personnages d'opéra, des situations insolubles. Je suis incapable de choisir une vie bien rangée pour faire une vie de famille avec une vie banale. Parce que s'il n'y a plus le grand amour, je ne peux pas. C'est le divorce intérieur. Évidemment, cela pose problème aux compagnons ou aux maris ou aux hommes qui vous approchent. Face à votre notoriété, à vos compétences, ils se mettent en compétition parce que cela leur fait peur. Le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, n'était pas n'importe quoi pour moi parce que j'avais eu 4 avortements. Il faut dire qu'à l'époque, on ne connaissait pas la contraception.
J'ai eu une relation avec un étudiant en médecine et il n'a rien dit quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Il devait avoir peur pour sa carrière. J'avais 17 ans, c'était en 1955. À l'époque, ça ne rigolait pas. L'avortement par une faiseuse d'ange, comme on disait, je l'ai éprouvé. Ça s'est fait sur une table de cuisine. J'aurais pu avoir une infection ou faire une hémorragie. Je n'habitais plus chez mes parents, mais j'y allais le week-end. La femme m'avait posé une sonde et tout d'un coup, j'ai éliminé chez mes parents et ma mère n'était pas là. Mon père était là. C'était quand même douloureux. Il a compris et il m'a demandé où était le garçon. Mon père, qui était d'un orgueil, lui a téléphoné et lui a demandé ce qu'il faisait. Le garçon a répondu que l'enfant n'était pas de lui et mon père a raccroché. Il n'a jamais eu un mot de travers, de reproche. Et ça, je le dis et j'insiste. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pères comme ça. Ensuite, j'en ai fait un en Suisse, chez un médecin, le 3e aux États-Unis, et ensuite à Cuba, à l'hôpital. Voilà pourquoi ma proximité avec le MLAC. Et même maintenant, on continue à se battre, tout le temps. Je n'ai jamais arrêté. Le MLAC luttait pour la reconnaissance du droit des femmes à disposer de leur corps. J'avais vécu des avortements. Je n'avais pas souffert, mais c'était une évidence qu'il fallait que l'on puisse décider par nous-mêmes et que ce n'était à personne d'autre de le faire. J'y suis entrée et je n'ai jamais quitté ce mouvement. J'ai toujours été féministe. Toujours, depuis très jeune. Et je pense que je suis toujours féministe. Je sais qu'on dit parfois que je suis une post-féministe, mais je rejette cela. Je le rejette vraiment. J'ai toujours été féministe. En fait, quand j'étais à Yale et que j'étudiais la philosophie, je faisais partie du mouvement gay et lesbien de la ville. J'appartenais au Women's Center. Je militais dans le mouvement gay et lesbien, mais c'était séparé de moi. Et ce n'est que lorsqu'une personne du Women's Center m'a suggéré de venir faire un discours et qu'à ma question « Mais un discours sur quoi ?» elle a répondu « Allez, amène ta philosophie !» que je me suis dit « Ok, je vais faire un discours sur Beauvoir. » J'ai fait un petit discours sur Beauvoir où je l'ai comparé avec Monique Wittig et Michel Foucault. Ça ne faisait que 12 pages, c'était très court. Puis je me suis dit, c'est intéressant, je pourrais faire ça. Je m'intéressais à ce que signifie cette idée de ne pas être née femme, mais de le devenir. Et je voulais savoir si l'on devait prendre au sérieux cette notion de devenir une femme. Je m'intéressais à ce que Wittig en avait fait, l'idée que tout le monde ne devient pas femme, que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Je trouvais cette idée très radicale et il me semblait que Foucault permettait de penser les catégories de sexe en les contextualisant dans certaines organisations sociales de la sexualité. J'ai donc décidé de me déplacer entre ces 3 textes et de voir ce que je pouvais en faire. Et je me suis mise à écrire dans le domaine féministe, ou gay et lesbien, ou queer, selon l'appellation qu'on lui donne. Mais c'était par accident, d'une certaine façon. Ma philosophie était dans une partie de ma vie, et mon militantisme social et mes communautés politiques dans une autre. En même temps, il y a des liens, non ? Oui, il y a des liens. Parce que même chez Hegel, je réfléchissais aux questions de désir et de reconnaissance. Et dans la politique gay, tout est question de désir et de reconnaissance, non ? Mais
l'on opère une traduction. J'essayais de mener mes recherches selon les règles en philosophie, mais les philosophes me regardaient et se demandaient « Que cherche-t-elle vraiment ?» Ils se méfiaient. Et mes amis militants pensaient que j'étais une sorte d'intellectuel déconnecté. Gender Trouble fut ma tentative pour réunir les deux. Mais le livre eut comme conséquence étrange que les philosophes dirent « Ah, elle fait autre chose maintenant, ce n'est plus de la philosophie ». Et que mes amis militants pensèrent « Oh, c'est une intellectuelle, je ne peux pas comprendre ». Et ça m'a fait très mal. Les deux m'ont fait mal. Mais quand ACT UP et Queernation ont émergé au début des années 90, Gender Trouble est devenu important justement pour cette raison. Et le livre a résonné avec une certaine forme d'action politique qui se déroulait dans la rue et qui était en quelque sorte théâtrale et performative. Le livre s'est donc mis à avoir sa propre vie et il a eu beaucoup plus de succès que tout ce que je pouvais imaginer. Je n'ai jamais cru que quiconque lirait ce texte. Donc, vous avez cessé d'être marginal et vous êtes devenu central, c'est cela ? C'était étrange, et ça l'est toujours pour moi. J'aurais dû l'écrire dans un style meilleur, mais je ne pensais pas qu'il allait être lu de toute façon. Si vous ne pensez pas que vous avez un public, vous n'essayez pas de l'atteindre, parce qu'il n'existe pas. Je répondais à une certaine politique qui se mettait en place, mais je l'affectais aussi. C'était à double sens. Je voudrais vous poser une autre question quelque peu naïve. Comment vous sentez-vous en tant qu'icône ? Vous déconstruisez les catégories, mais lorsqu'une personne est une icône, ça la place d'emblée dans une catégorie différente. Cela veut simplement dire que je dois être vigilante, parce que lorsqu'on fait de moi une icône, je ne peux pas le contrôler, n'est-ce pas ? Je ne peux pas le contrôler. Si je suis une icône, ça arrive, c'est tout. Mais je peux continuer à dérouter et à déranger mes fans, vous voyez ? De sorte qu'il est plus difficile pour eux de me fixer. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour si je pensais que mon travail connaissait un succès en France, si le succès de mon travail me rendait heureuse. J'ai répondu que je ne savais pas si c'était une réussite. Peut-être, peut-être pas. Je n'en suis pas particulièrement heureuse, mais j'aime saisir l'occasion d'être un dérangement permanent, une perturbation. C'est l'occasion d'être un dérangement, à nouveau. J'avais 9 ans quand mon père est parti en prison. Il est avocat et ma mère était très active aussi, pharmacienne et féministe. J'ai décidé quand j'étais enfant d'être sociologue parce que je connaissais une grande dame, Beitche Boran, sociologue, universitaire et amie de mes parents. Elle est morte en exil. C'était au moment du coup d'État en 1980. J'ai grandi en étant témoin de ces répressions. J'ai continué mes études à Istanbul, à l'université de Mimar Sinan. Les profs étaient féministes. On lisait Foucault, Butler, Bataille, Guattari, Deleuze et d'autres. Mais une autre chose a joué, très importante pour moi aussi. Au cœur de la ville d'Istanbul, j'avais rencontré les gens qui vivaient dans les rues. On est devenus amis. À ce moment donné, ma vie a été divisée en deux. Je suis venue en France en 2012 parce que j'avais un procès depuis 1998 à cause de mes recherches. Parce que j'ai refusé de divulguer les noms de mes interlocuteurs. Je travaille beaucoup sur l'action collective. J'ai décidé de me mettre dans une recherche sur le mouvement kurde et j'ai été arrêtée en 1998. J'avais fait une 50aine d'entretiens. Alors, la police est venue
Ils ont confisqué des disquettes. Ils ont pris tout. Ils m'ont emmené et ils m'ont dit « Tu vas tout nous dire et on va te libérer. » J'ai dit non et la torture a commencé. Mais c'était vraiment... Ils voulaient me punir, me punir, me punir. J'ai été 2 ans et demi en prison. Quand je suis sortie, j'ai utilisé ma popularité. J'ai organisé une rencontre qui a réuni à peu près 50 000 personnes à Diyarbakir. Et on a fait 2 choses symboliques. On a dit qu'il faut s'écouter d'abord. Alors, on a fait un grand débat et tout le monde a parlé. Et deuxièmement, on a planté des arbres. On a dit, la paix, c'est difficile. Il faut creuser, il faut travailler, il faut faire l'effort. Après, on était à la une de tous les journaux, de droite comme de gauche. Jusqu'à la fin des années 80, la création du mouvement féministe, c'était impossible. Parce qu'il y avait une mobilisation de gauche qui attendait la révolution et qui disait que les questions des femmes ou des LGBT, ce sont des perversités bourgeoises. Il y avait une autre difficulté pour le mouvement féministe, c'est que le kémalisme, la République, avait donné beaucoup de droits aux femmes. Et la femme était le symbole de la République. La femme aux cheveux courts, en jupe courte mais pas de décolleté, assez militaire, était le symbole de la République. Après les massacres, on a dit qu'on allait être moderne, créer une République moderne, et la femme en serait le symbole. Le premier parti féministe en Turquie a été créé en 1923. Et maintenant, il faut que je construise ma vie. Je sais que je suis maintenant en France, que ça va durer encore longtemps. Et j'aime ce pays, si tu veux. C'est-à-dire que le pays, ce n'est pas seulement la nation ou l'État-nation, c'est aussi l'espace où tu peux créer des choses avec d'autres. À 17 ans, j'ai commencé à travailler. Je faisais du secrétariat dans une usine de conserverie qui empestait le poisson. Je me suis inscrite à des cours du soir pour préparer le bac et continuer mes études. Pour moi, la première bataille, ce fut la culture. Apprendre pour comprendre. Mon entrée au gouvernement en mai 1981 s'est passée dans le meilleur des contextes. Le pays était prêt à accepter des changements. Je savais que les dossiers les plus difficiles devaient passer en premier. Il fallait profiter de cette période de grâce très courte qui suit toute nouvelle élection. C'est pourquoi j'ai commencé par la campagne sur la contraception et le remboursement de l'IVG. Je savais que l'égalité professionnelle présenterait moins de difficultés. J'ai eu l'idée en 1996 de réunir autour d'une table une dizaine de femmes, anciennes ministres de droite et de gauche, et de leur proposer une action commune en faveur de la parité. Le groupe s'entendait bien et nous avons sorti le manifeste des 10 que l'Express a largement couvert. Un sondage organisé par eux a révélé que plus de 70% des Français nous donnaient raison. Interrogés, Juppé et Jospin se sont déclarés favorables à la plupart de nos propositions. Le non-cumul des mandats, l'introduction de la proportionnelle, l'utilisation des quotas s'il le fallait, le financement des partis en fonction du respect de la parité. Ce fut un énorme succès et je crois le déclic qui a dégelé les partis. Ce fut une révolution. Furieux, plusieurs camarades sont venus me dire « On ne trouvera pas de candidate et elles vont nous faire perdre ». On en a trouvé plus qu'il n'en fallait et elles ont fait gagner. L'opinion était en avance sur les partis. Il faut compter avec la résistance farouche de la plupart des députés pris séparément
qui se sentent menacés dans ce qu'ils considèrent leur bien. Et vous ne pouvez pas imaginer la capacité imaginative d'un élu qui n'a pas démérité comme il le clame et qui se considère dépouillé d'un siège dont il se croit le propriétaire. Il faut une dialectique entre mouvement social et parti politique. Malheureusement, ce qui freine beaucoup cet effort de rapprocher ces deux univers, c'est que le féminisme continue de faire peur aux partis, que beaucoup de femmes socialistes ne veulent pas être confondues avec ces sorcières qui sentent le soufre. Et que par ailleurs, les féministes considèrent, avec raison, que si aller dans un parti consiste à être reçu comme un chien dans un jeu de quilles, elles ont après tout autre chose à faire. Côté féministe et côté socialiste, il y a malheureusement rejet de part et d'autre. Je suis un cas très rare de survivance. Moi, mon histoire, elle est ici. Et mon projet de vie est ici. Je suis arrivée quand j'avais 2 ans. J'ai grandi ici. Mon engagement est envers ce pays, parce que mon choix est réellement de faire tout ce que je peux, de contribuer à lutter contre la pauvreté, de rendre la vie vivable, que l'on ait peu ou beaucoup. Mon engagement ne m'a jamais servi à me faire de l'argent. Cela ne m'a jamais motivée. Je suis là, je poursuis la lutte avec les outils qu'offre un milieu marqué par l'insécurité dans tous les sens du terme. Parce que tout ça, c'est de la plaine, de la terre en partie désertique. Ce n'est que maintenant que j'ai un peu réussi à avoir ma propre petite maison, une maison modeste. Les années de travail avec le père Contreras, mon éducation paysanne, toutes ces choses représentent pour moi des éléments très importants dans ma vie pour travailler. Je me dis que ça m'a rendue plus forte pour lutter contre la pauvreté et d'une certaine manière, ça m'a donné une occasion d'essayer d'être un peu meilleure chaque jour. Il est pour moi important d'analyser quelles sont les expériences, les racines, les gènes. Parce que ma maman, par exemple, est issue d'un village araucan. En même temps, nous sommes aussi métis, parce que mon père est descendant de créoles chiliens, mais aussi d'espagnols. Je suis issue de cette synthèse qui peut-être m'a apporté des gènes de la résistance, de l'amour de la terre, pour aspirer à un développement local. De penser à des axes comme ça, qui impliquent de travailler avec la communauté, là où l'on sait que seul on ne peut rien faire, et que les institutions se doivent d'être au service du développement des gens. Tu vois ? Alors voilà, c'est ce genre de choses qui, à mes yeux, est très important et qui me permet de me dire « Bon, c'est ici que je me trouve et tels sont mes défis. » Pour moi, la politique doit être un service. Et je pense que c'est depuis l'administration générale qu'il est possible de faire des choses pour le plus grand nombre. Car c'est par la politique que les peuples prennent des décisions concernant la chose commune. Je suis convaincue que le bonheur de chacun ne se situe pas au niveau individuel. Tu dois le trouver avec les autres. Alors, je pense que dans la mesure où l'on continue de s'impliquer, on peut continuer à travailler, tout en sachant que le chemin n'est pas forcément facile. Là se trouve le défi, quand tu as une trajectoire et des racines qui rendent plus difficile le fait de s'imposer. C'est plus difficile parce que tu es une femme, parce que tu es issue du milieu rural. Celui qui vit en ville a tout plus près. Moi, je me déplace en bus, en taxi, c'est loin. J'ai besoin de plus de temps pour m'occuper de ma fille et de mes affaires locales. Des personnes me demandent de leur donner des conseils pour trouver une solution à un problème de terre, de logement. Ces choses où on peut les orienter parce qu'on a pu connaître et avoir accès à certains leviers.
Alors, ce sont toutes ces choses qui, d'une certaine manière, m'aident à savoir où je me trouve. Les défis sont nombreux. Il faut continuer à travailler, à tout construire. Parce qu'ici, tu n'as rien de déjà fait. Même au sein des institutions qui ont déjà défini leurs objectifs, leur structure, il faut aider à ce qu'elles puissent répondre aux besoins concrets des gens pour qu'elles se transforment en institutions réellement utiles, en institutions qui agissent. Ce sont toutes ces choses que je ressens tout le temps. Déjà, lors de mon passage par la législature, mon passage comme directrice du logement. Même au sein du parti auquel j'appartiens, il faut faire des propositions qui visent toujours à tendre vers cette fin plus élevée. En 1947, j'ai été élue adjoint au maire de Saint-Étienne, aux affaires sociales. J'ai vite découvert que l'enfant non désiré était l'une des causes de séparation ou de divorce. À l'assistante sociale, je lui ai demandé « La contraception, ça n'existe pas dans ce pays, chez nous ?» Elle me dit « Vous ne connaissez pas la loi de 1920 ? Demandez à votre maire, il est avocat, il vous expliquera. » Alors, il m'a expliqué que c'était une loi qui faisait l'amalgame entre la contraception et l'avortement, mais surtout qu'on n'avait pas le droit d'en parler, que c'était défendu. On constituait une petite équipe de jeunes. Parmi eux, il y avait une petite jeune fille de Firminy qui était gentille comme tout. Elle s'est retrouvée enceinte. Ses parents l'ont mise à la porte. À cette époque-là, c'était courant. Elle s'est suicidée. Alors pour nous, ça a été une révolution. C'était monstrueux. Un beau jour, j'ai été à un déjeuner privé à l'Élysée. Le général de Gaulle m'a reçu. J'ai conclu. Écoutez, mon général, j'ai une idée. À la Libération, on a donné le droit de vote aux femmes. Elles l'avaient bien gagné dans la Résistance. Vous avez bien fait. Elles l'avaient mérité. Maintenant, les temps sont venus de leur donner le droit de maîtriser leur fécondité, parce que c'est leur fécondité. Sous-entendu, on n'a pas à leur imposer un enfant. Silence. Le général dit « Vous avez raison. Transmettre la vie, c'est important. Il faut que ce soit un acte lucide. Continuez. » J'étais sur un petit nuage rose. Et le mercredi suivant, au Conseil des ministres, le général a posé le problème. Alors là, tollé, parce qu'à part 3 ministres, tous étaient contre. Et certains d'entre eux, parce qu'ils se figuraient que le général était contre. Un sénateur a demandé le recours contre moi comme malfaiteur public. Et puis, on me reprochait de faire baisser la natalité, de mettre les petites jeunes filles sur le trottoir. Enfin, j'ai tout entendu. C'est un droit des femmes, comme des hommes. Un enfant, ça se fait à 2. Un enfant, c'est un projet de vie. Sur la natalité aussi, je me suis beaucoup battue. J'avais expliqué à Michel Debré, qui était, lui, un nataliste convaincu, que ce n'est pas par la contrainte qu'on pouvait avoir des enfants. Quand une femme réalise qu'elle ne veut pas de l'enfant qu'elle porte, qu'elle ne peut pas l'avoir, elle fera n'importe quoi, mais elle ne l'aura pas. Et là, elle va risquer sa vie. La natalité, ce n'est pas la contrainte, c'est une politique de la famille. Quand on donne les moyens à une famille d'avoir des enfants, la natalité repart.
J'étais une militante et l'idée que la surexploitation de la main-d'œuvre féminine n'était pas nouvelle pour moi. Mais j'étais aussi sociologue. Les sujets de la recherche que j'abordais étaient directement inspirés par mes convictions politiques. Je ressentais cependant, à cause même de mes convictions, la nécessité d'entreprendre une description et une analyse des conditions de travail de la main-d'œuvre féminine ouvrière, basée sur des observations objectives et chiffrées. C'était pour moi la condition de la crédibilité et le moyen d'exprimer des vérités tout en échappant à la critique d'un présupposé politique. Les résultats de l'enquête se sont révélés être un constat écrasant. Ils mettaient en évidence le fait que les travaux d'OS, ouvriers spécialisés, accomplis par des femmes, présentaient jusqu'au paroxysme le caractère de travaux parcellaires, répétitifs, contraignants, accomplis dans des conditions pénibles. Pour 30% d'entre eux, la durée du cycle de travail était inférieure à 3 secondes. Ils montraient aussi que les femmes étaient recrutées de préférence sur ce genre de poste où leur rendement était supérieur. On connaissait mes convictions. Aussi avais-je eu à cœur, lors de la rédaction, de me tenir en quelque sorte à l'extérieur des résultats que j'exposais, de les donner à voir et de les commenter sans y mêler des appréciations d'ordre politique. Je ne voulais pas que les résultats apparaissent comme tirés dans le sens de mes convictions. Ils étaient, selon moi, assez parlants. Mais cela m'a joué des tours. J'en ai senti les conséquences lors de ma soutenance de thèse. Le président était Raymond Aron. Il trouvait que le sujet n'était pas très intéressant. Il pensait, avec raison sûrement, qu'une enquête commentée n'est pas un sujet de thèse. Par exemple, dans l'introduction orale de ma soutenance, j'ai gardé le ton du constat. Et j'aurais beaucoup mieux fait d'avoir le culot d'être plus nette. Avant que j'aie mon fils, le matin, je me levais vers 5 heures pour aller au travail. Le soleil n'était même pas encore levé. Et ma fille restait seule à la maison. Toute la journée, elle l'a passée seule à la maison. La pauvre, je rentrais tard et je devais en plus lui cuisiner un petit dîner. Je n'avais même pas de temps pour sortir jouer avec elle. Au moins, au village, il y a toujours quelqu'un, ma belle-mère, pour s'occuper d'elle. Il y a des jours où il me manque terriblement, où j'ai envie de les ramener. Mais bon, les ramener, c'est difficile pour tout le monde. Même si ce n'est pas facile au village, au moins là-bas, il y a toujours quelqu'un avec eux pour leur faire à manger. Ma fille m'a dit, « Quand on aura de l'argent, tu n'auras plus besoin d'aller travailler loin. Tu pourras rentrer t'occuper de nous. » Je lui manque. Son père, un peu moins. Mon fils aussi me l'a dit. « Maman, rentre à la maison. Laisse papa travailler tout seul à Shanghai. » Pour la fête nationale, je les ai fait venir à Shanghai pour s'amuser. Mais lorsque je les ai raccompagnés, mon fils s'est fâché. « Maman, puisque tu me fais rentrer, je ne répondrai plus au téléphone quand tu appelleras. » Et pendant 1 mois, quand j'appelais, il ne me parlait pas. J'avais beau faire sonner, il ne décrochait pas. À la rentrée, j'ai demandé à ma mère de lui acheter de nouveaux vêtements et un nouveau cartable. Alors, comme il était tout content, là, il a bien voulu me répondre. Il m'a dit, « Maman, laisse-moi aller à l'école à Shanghai. » « Mais qui va s'occuper de toi ?» Il m'a répondu, « Je peux m'occuper tout seul. Tu n'as qu'à m'enfermer à la maison quand tu pars. Je ne sortirai pas, je serai sage. Et qui va te faire manger ? Tu achèteras de petites choses et je les mangerai quand j'aurai faim. » Après votre mariage, qui s'occupait des tâches ménagères ? Tous les deux.
Maintenant, c'est lui qui s'occupe de la cuisine et des lessives. En général, lorsque je dois aller au travail, il ne me laisse pas m'occuper de la maison. Quand nous rentrons au village, il s'occupe de la lessive. Un jour, ma belle-mère a dit à ma fille « Regarde comme ta mère est devenue paresseuse. C'est même ton père qui fait la lessive. » C'est ma fille qui me l'a dit discrètement. Et je l'ai répété à mon mari. Alors, il a dit à sa mère « Elle a des problèmes de santé. Ça ne va pas me tuer de faire un peu de lessive. » Et ma belle-mère n'a plus rien dit après ça. Être une femme, c'est beaucoup de soucis. Il vaut mieux ne pas se marier. Comment as-tu pensé à te marier à l'époque? Si jamais je ne me mariais pas, mes petits frères et sœurs n'auraient jamais pu se marier. En général, c'est comme cela que ça se passe. À l'époque, ma famille m'avait dit « Et comment comptes-tu faire? Si tu ne te maries pas, comment vont faire les autres ?» Mais à ce moment, je n'avais vraiment pas envie de me marier. Sinon, on n'est plus libre. Avant, ma petite sœur m'avait aussi dit que la famille la poussait à se marier. Je lui avais dit qu'une fois mariée, il y avait trop d'ennuis. Je pense que j'étais à cette époque-là, en 1973, la seule chanteuse-auteure qu'on pouvait qualifier de féministe. Et comme je ne m'en suis jamais cachée, cela a été comme toujours « Ah, les sales féministes !» On n'écoute évidemment pas ce qu'elles ont à dire, mais on les balaye. J'aurais bien voulu être censurée officiellement, mais même pas. J'ai quand même trouvé un jour chez un brocanteur une chose qui m'a beaucoup troublée. J'ai trouvé mon tout premier 45 tours porteuse d'eau. Je l'ai acheté et une étiquette était collée dessus avec le sigle de la RTF, Radio-Diffusion Télévision Française. Ça sortait sans doute d'une discothèque. On avait écrit à la main « à éviter ». C'était mon premier 45 tours. Ça fait un drôle d'effet. Ça m'est arrivé à moi, mais ça a dû arriver à d'autres. Au début des années 70, quand j'ai écrit une série de chansons sur le sujet féminin, on m'a dit « Ah, vos chansons pour les femmes !» Mais non, je n'ai pas fait des chansons pour les femmes. Je n'ai pas non plus écrit des chansons féministes. Non, tu n'as pas de nom. Ce n'est pas une chanson sur l'avortement, mais sur le choix d'avorter. Elle date de 1973, donc bien avant la loi et son application. On sentait un manque cruel pour les filles et les femmes de ce moment-là, un manque de chansons et de personnages à qui s'identifier. On n'entendait que des chansons écrites par des hommes. Donc, j'ai écrit des chansons non pas pour les femmes, mais sur les femmes, en me disant « les hommes doivent être contents qu'on leur explique comment ça marche, ce qui se passe ». Et souvent, des jeunes gens venaient me dire « j'ai acheté votre disque, Une sorcière. Je vais l'offrir à ma mère. » Ou une fille m'a écrit une fois. « Tu comprends? Va expliquer tout ça à ton mec. Ben non, t'y arrives pas. Alors tu le prends, tu l'assieds, tu lui mets une sorcière, et là il comprend. » Non, tu n'as pas de nom, c'est parce que j'en avais assez d'entendre des vieux birbes qui n'y connaissaient rien parler du ventre des femmes et du mien en particulier. Clémence en vacances aussi, c'est une chanson qui parle d'une femme qui décide de tout lâcher, la maison, la cuisine, le ménage, le linge et les commissions, et de ne plus rien faire. Mais c'est une histoire, c'est une chanson, ce ne sont que des chansons. Il ne faut pas leur donner plus d'importance que ça en a. Une chanson, ça va donner l'idée, et puis on va se dire « Ah oui, c'est vrai. » Les gens qui doutent, c'est aussi une chanson engagée. Finalement, elles le sont toutes. De toute façon, pour moi, si ça ne veut rien dire, ça ne m'intéresse pas. À partir du moment où l'on pense,
On est engagé, il me semble. Enfin, où l'on pense et où on le dit. Si les gens doivent comprendre, ils comprennent. Mais parfois, ça ne marche pas. En écoutant Douce Maison qui parle du viol, des gens ont cru qu'il s'agissait d'un cambriolage. Alors là, il faut quand même être un peu bouché, ou alors refuser vraiment. C'est en criant plus fort que d'autres qu'on peut faire bouger les choses. Si on ne crie pas, on ne vous entend pas. C'est tout.